Charlotte Scholler, bonjour. Bonjour. On va parler de c'est votre première réalisation, premier long métrage. Il y a eu des cours, il y a eu beaucoup aussi de spectacles de théâtre et ce premier film, donc c'est Maoussi. Oui, Question simple pour commencer. Qu'est-ce qui vous a amené à ce projet et à choisir ce thème de l'émigration et des sans-papiers? Est-ce que c'est parce que vous venez du Danemark et que c'est un sujet qui vous intéresse, ou alors parce que c'est aussi un sujet en ce moment qui est dans l'air? En fait, j'ai commencé à écrire Maoussi en 2013. En fait, j'ai vécu la plupart de ma vie à Paris. J'ai aussi vécu 10 ans à New York et j'ai aussi vécu un peu en Belgique, un peu en Angleterre, et voilà. Mais je peux pas dire que c'est une problématique... c'est certainement une problématique au Danemark, ça c'est sûr et certain. Mais je passe pas beaucoup de temps au Danemark, donc ça m'est plutôt venu parce que j'ai vécu, et ça fait encore plus longtemps, parce que ça c'est en 2002, j'ai vécu une histoire d'amour avec un réfugié congolais. J'ai eu envie de le traiter en fiction, donc c'est-à-dire que c'est inspiré des faits réels, ouais. Mais bon, après, j'ai fictionnalisé, bien sûr. Et j'ai eu envie de traiter ça parce que ça m'est resté un peu un questionnement un questionnement sur les perspectives très différentes entre, par exemple, pour le mariage, par exemple, mais pas que ça, mais l'histoire de se marier pour les papiers. En fait, c'est pas seulement de se marier pour les papiers, c'est la différence entre la survie, d'être en mode survie et d'être en mode d'amour. Oui, en mode d'amour, parce que, bon, évidemment, on peut être en mode survie et en mode d'amour. C'est juste que quand on est en mode survie, la survie, ça vient avant l'amour. Oui, tout à fait, oui. Et en fait, c'est pas seulement cette relation-là, c'est aussi parce que j'ai été amenée à travailler avec beaucoup de réfugiés et j'en connais beaucoup, et donc aussi des femmes qui... Bon, je vous dis ça, je sais pas si vous voulez, c'est juste vous donner un peu de background. J'ai une très bonne amie qui est aussi réfugiée congolaise, et au début, quand on se parlait, elle parlait toujours des histoires de est-ce que ça pouvait être bien pour elle, pour sa situation. Et puis un jour, elle est tombée amoureuse, mais vraiment. Et donc c'était différent parce que tout d'un coup, elle n'était plus dans le pragmatique. Je me souviens que ça m'a frappée. Et en même temps, c'est très logique. C'est pas non plus. Je veux dire, il y a certainement plein de gens européens de l'Europe l'Europe de l'Ouest, parce que je peux pas vraiment parler pour l'Europe d'Est parce que je connais pas assez bien, mais qui pensent non, je vais pas épouser les boueurs parce qu'ils gagnent pas assez d'argent. Je sais pas, hein, mais... Ouais. Oui, on préfère une vie quand même plus tranquille et plus aisée. Mais ça, c'est tout le monde, je dirais, quelque part. Sauf quand on est vraiment amoureux et qu'on dépasse ça. Oui, quand on tombe vraiment amoureux, mais même, je pense que si on est vraiment en mode survie et qu'on a la famille qui a réuni tout l'argent qu'il pouvait pour envoyer le plus fort pour qu'il parte en Europe, et que la personne a passé peut-être 1 an et demi à traverser l'Afrique avant de trouver un bateau ou un moyen de se rendre en Europe, et qu'il y a les frères, les sœurs, les parents qui attendent derrière. Là, je pense que on peut tomber très 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 amoureux, mais on sera toujours, ce sera toujours les papiers d'abord et la sécurité d'abord, parce que c'est la survie d'abord. Oui, la responsabilité, ce qu'on oublie souvent, du groupe qui est resté là-bas, qui attend un soutien aussi des personnes qui sont ici, quoi. Oui. Mais je trouve que votre film est un bon complément à un film qui est sorti, je crois que c'est en début d'année, qui s'appelait Suleiman, ou en milieu. Oh oui. Et qui lui est aussi une problématique de papier, mais dans un autre genre. Il n'y a pas d'histoire d'amour, il y a une course folle à travers Paris. Vous êtes concentré sur l'histoire d'amour, mais en même temps, elle va véhiculer beaucoup de choses. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous en êtes rendu compte au départ? Parce qu'elle va les problématiques dont on a parlé, puis qu'on reparlera, les problématiques amoureuses, les problématiques artistiques, et puis la souris quand même. Non, je me suis absolument pas rendu compte de toutes ces facettes. C'était pas quelque chose de calculé. C'était pas quelque chose de calculé. Non, je suis plutôt une personne instinctive. Je pense que c'était une accumulation d'expériences. Voilà, c'était pas quelque chose. Je me suis pas dit je vais traiter
la hauteur des seins des femmes. Ouais. Je vais traiter cela. Non, c'était pas calculé comme ça. J'aurais pas été capable. Je sais pas si. Oui, mais c'est bien du coup que ça soit le hasard. Est-ce que ça veut dire aussi, puisqu'on en est là, que le film s'est fait un peu au hasard, enfin, qu'il a une ossature, on va dire, que vous avez construite, qui je pense devait être assez précise, mais que cette ossature, elle a pu bouger, évoluer au fur et à mesure du film, voir de l'écriture, du tournage et voir au montage. Non, c'est assez fidèle à l'écriture, mais évidemment, au montage, les choses oui, ça bouge. Et j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec Katarina Watsena, parce que c'est une excellente monteuse et réalisatrice. Et donc, elle a compris l'essence du film et elle a pu le monter dans ce sens-là, même si j'étais là tout le temps pendant le montage, sauf quand vraiment elle me disait maintenant j'ai besoin de travailler. Et évidemment, mais aussi je lui ai fait beaucoup confiance parce que je sais qu'en tant que réalisatrice, il y avait des scènes auxquelles j'étais très attachée, qu'on a sucrées, tout simplement parce que ça faisait des redites. Et pour ne pas sortir trop parfois ça peut être très difficile parce que vraiment on coupe des scènes, on s'est tellement battu pour filmer ces scènes. C'est beaucoup de travail, un tournage, ça coûte cher. Et donc après je l'ai coupé, ça fait vraiment mal. Et donc c'est pour ça qu'il faut, pour moi, moi, je voudrais jamais envisager monter mes propres films. Ouais. Mais ça appartient à chacun. Oui, mais jamais. Et j'ai vraiment besoin de ce regard extérieur. Mais par contre, j'ai besoin de travailler avec une personne qui a compris l'humour et l'histoire de l'essence de ce que je veux raconter. Mais non, ça n'a pas bougé, sauf que il y a des choses qui ont été coupées, il y a des choses qui ont été inversées. Il y a des scènes qui ont été mises dans un autre ordre que l'ordre dans lequel ils étaient écrits. Mais sinon, ça n'a pas trop bougé. Que ça. Puisqu'on en est toujours là-dessus, est-ce que au tournage, je pense que c'est pas une grosse équipe non plus, qui est aussi pratique. Est-ce que vous avez aussi eu des moments d'improvisation? C'est réalisateur, on tourne la scène telle qu'elle est écrite, puis après, on peut laisser un petit peu, puis il y en a d'autres qui disent non. Von Stroheim, par exemple, on fait comme ça, puis on obéit, quoi. Vous, c'était comment? Est-ce qu'il y avait une espèce de permissivité qui vous vient sans doute de votre parcours avant de la danse, qui est aussi une grande partie, où là, le mouvement aussi peut bouger, évoluer, et voire même évoluer de spectacle en spectacle? Oui, il y a des scènes improvisées, par exemple, très peu. Il y a les seules scènes improvisées, ce sont les scènes avec Elsa Waliastan. Ouais. Qui joue Nora, parce que je sais qu'elle est très douée en impro. J'ai voulu aussi faire plus d'impro avec Mustapha. J'avais prévu que chaque jour, on se consacrerait à 1 heure d'improvisation qu'on pourrait utiliser dans le film, mais on n'a jamais eu le temps de le faire parce que les souris prenaient plus de temps que je... il y avait d'ailleurs 9 souris pour jouer une souris. Hein. Parce que chaque souris on avait une dresseuse de souris, mais chaque souris ne pouvait apprendre que... un mouvement, quoi. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, et même si la dresseuse Marine Blanchet, elle avait fait un très bon travail, mais tout comme les acteurs et les enfants, par exemple, quand on se trouve au tournage avec les caméras et tout ça, mais ils font pas toujours tout ce qu'on a. Et donc parfois, ça pouvait ajouter un temps considérable. Ce que vous voulez dire, en fin de compte, c'est que les acteurs n'étaient pas capricieux, ils n'avaient pas de demande particulière de caravane ou je ne sais quoi, et que les souris étaient très capricieuses. Voilà, tout à fait. Mais je regrette pas pour autant. J'aime beaucoup. Je le referais, hein. Même si j'avais les moyens de faire. Avec une souris en virtuel, quoi. Oui, même si j'aurais dans le futur la possibilité de faire des trucs... oui, virtuels. Virtuels, oui. Ouais. J'aime vraiment, je trouve que ça ajoute quelque chose aussi au tournage et au film qui est... j'aurais pas oui, je suis d'accord avec vous, qui prend
qui prend une autre teinte. Là, j'ai vu Chasse gardée il y a pas longtemps, mais bon, on évitera d'en parler. Et les animaux sont en images 3D virtuelles et ça se voit, quoi. Oui. Ça fait pas top, quoi. C'est quand même difficile, là. Ça donne pas le même énergie. Non. Il y a un truc qu'on sent quand même. Et du coup, alors, pas avoir d'ennui avec les associations, parce qu'il y en a qui sont très virulentes. Je pense à la Paz, par exemple. Comment la souris, à un moment, qui est dans le four, elle est pas morte quand même, rassurez-moi. Vous dites qu'aucune souris n'a été maltraitée, mais beaucoup sont mortes. C'est inquiétant. Mais non, ils sont mortes maintenant parce que les souris vivent pas oui, très ça vit pas longtemps, ouais. Oui. Donc, moi, j'en ai gardé une souris, mais elle est décédée maintenant. Elle a été incinérée et elle est dans le cimetière pour les animaux. Ouais. Et elle est décédée parce que il y avait aussi un truc que je ne savais pas, c'est que parce que la souris que j'avais gardée, à un moment, elle est tombée malade. Elle a commencé à tousser. Je l'ai amenée chez le vétérinaire. Chez le vétérinaire, elle a commencé à vraiment être très faible. Je l'avais jamais vue comme ça, donc elle l'a amenée d'urgence dans une autre pièce où je pouvais pas venir. Et elle est revenue 20 minutes plus tard pour dire qu'avec 2 autres vétérinaires, ils avaient fait un massage cardiaque et comment ça s'appelle, l'air là, souffle quand moi je sais le faire, mais pas sur les souris. Ouais, la respiration artificielle. Voilà. Et malgré ça, elle était décédée. Ouais. Et moi, je me suis sentie très coupable parce que ça faisait 2-3 jours qu'elle toussait. Je me dis, j'aurais dû venir tout de suite. Elle a proposé de faire une radio pour voir si c'était une pneumonie. Et en faisant la radio, elle a vu que, en fait, la souris avait un problème génétique. Ouais. Son cœur était beaucoup trop gros. 3-4 fois la taille d'un cœur normal. Souris normal. Et donc, comme c'était tous des souris, parce qu'on a eu du mal à trouver des souris avec des yeux noirs. Et moi, je voulais des souris blanches avec des yeux noirs pour ne pas avoir les yeux rouges pour la caméra. Et donc, on a la dresseuse a mis du temps pour les trouver. Finalement, elle a trouvé une pondue. Donc, c'était tous des frères et sœurs. Et donc, sans doute qu'ils avaient tous ce même problème génétique. Ouais. Ce que le vétérinaire m'a expliqué est souvent le cas des souris avec des yeux noirs qui sont blanches parce que c'est d'une dégénération, c'est un problème génétique en fait. Et ça, je ne savais pas du tout. Ça serait très étonnant. Les autres sont restés avec la dresseuse avec qui je suis en contact. Je ne lui ai pas demandé, mais c'est sûr et certain qu'ils doivent tous être mortes maintenant à cause du temps qui s'est passé depuis le tournage avec la post-production et la durée de vie d'une souris, c'est à peu près 2 ans, voilà. Ouais, ça dure. Oui, ça dure pas longtemps, quoi. Ouais. Donc non, mais elles ont tous été. Oui, la souris. Pardon, pour revenir à votre question, la souris qui était derrière la lave-vaisselle, elle était morte, mais elle était morte déjà. Mais c'était pas une des souris de la pondue. On a réussi à se procurer aussi des souris mortes pour cette scène-là, et donc qui étaient dans un congélateur. Mais c'était des souris qui étaient déjà mortes. Il y avait un des assistants, qui avait donc 3 souris mortes dans son congélateur, et il a eu une nouvelle copine pendant le tournage qui a voulu voir s'il y avait des glaçons une nuit qu'elle s'est réveillée. Elle a vu les 3 souris mortes dans le congélateur. Elle s'est dit qu'il était bizarre. Mais des trucs, pour en revenir, parce qu'on pourrait encore discuter longtemps sur la souris, pour en revenir à la souris et à son rôle, ce qui est intéressant, c'est que ce sont 2 personnages aussi qui sont un peu perdus quelque part et qui cherchent à travers l'art peut-être une autre voie, à être moins perdus entre guillemets. Et cette souris qui va arriver, ça va être un peu le lien qui va les rapprocher et qui va devenir au bout d'un moment leur enfant. Oui, il y a tout à fait de ça. C'est aussi inspiré un peu de ma vie parce que j'ai vécu 10 ans à New York et quand je suis arrivée, j'étais je vais faire l'histoire un peu rapide parce que je sais que vous avez d'autres questions, mais en fait, j'ai trouvé un appartement à Harlem en été et ça avait l'air super, mais quand l'hiver est venu, il y avait des souris, il y avait des rats. Ah ouais. Il n'y avait pas de chauffage, c'était une vraie galère et la propriétaire habitait loin et elle n'avait rien à cirer.
Donc, j'ai décidé de tester le système judiciaire dans ce qu'on appelle le Small Claims Court. C'est un cours où on peut se défendre soi-même quand c'est pour des montants de mois je pense qu'à l'époque, c'était $7 500 parce que je voulais plus payer le loyer parce que c'était pas possible. Et donc, pour réunir toutes les preuves, je suis devenue un peu obsessionnelle. C'est aussi un peu mon caractère. Et donc, j'ai pas réussi. J'ai pris les photos j'ai pas réussi à prendre des photos des souris parce qu'elles étaient trop rapides. Donc, j'ai acheté une souris dans une animalerie pour la prendre en photo. Et après, j'ai pas eu le cœur de le rendre parce que c'est là que j'ai compris qu'en fait, les gens achètent des souris pour nourrir des serpents. Ouais. Donc, je l'ai gardée. Et c'est devenu votre enfant, quelque part. Oui, et puis elle est décédée parce qu'à un moment, j'ai dû partir à Paris et je pouvais pas laisser la souris. Je connaissais presque personne à New York parce que je n'y étais pas depuis longtemps. Je savais pas quoi faire avec la souris parce que il faisait très froid dans l'appartement. J'aurais peut-être pu demander à un voisin de le nourrir, mais il n'y avait pas de chauffage et elle était déjà tombée malade. J'ai dépensé une fortune chez le vétérinaire parce qu'elle a eu une grippe. Et donc, quand je devais partir à Paris, j'ai demandé à la compagnie aérienne si on peut la prendre, la souris. Et c'était complètement impossible. Donc, j'ai fini par la mettre dans une petite en plastique pour les anti-grince-dents, vous voyez ce que je veux dire, et où il y avait des trous pour qu'elle puisse respirer. Et puis, je l'ai glissée dans mon soutien-gorge. À l'époque, il n'y avait pas le scanner. On a fait l'aller-retour entre Paris et New York et Danemark plein de fois ensemble. C'est une souris voyageuse. Voilà. Un jour, en quittant Paris, je trouvais pas. J'avais été dans plusieurs appartements et donc je trouvais pas le boîtier. Et pour ne pas louper l'avion, je l'ai mis dans une grosse boîte à allumettes avec un gros pull par-dessus. Ouais. Évidemment, une fois dans l'avion, je pourrais la sortir de la boîtier, le mettre dans un cage un peu plus grand dans mon sac. Et donc tout allait bien. Pendant qu'on passait la contrôle de sécurité, elle a commencé. Je sentais ces petites pattes qui bougeaient. Commençaient à sortir par la fente de la boîte à allumettes. Et quand j'ai passé de l'autre côté, parce qu'évidemment, ils ont fouillé tout mon sac. Ouais. Et donc, je me dis, mais pourvu que ça ne dure pas. Et j'ai couru vers les toilettes et elle s'est étranglée. Elle m'a regardé dans les yeux et puis elle est morte. Elle a passé sa tête par la fente. Et elle s'est étranglée et je me suis dit, mais je ne pourrai jamais avoir des enfants parce que je peux même pas m'occuper d'une souris. Ça vous a traumatisé un peu, ouais. Oui, mais là, d'où l'idée de l'enfant, la souris qui est un peu comme un enfant. Ouais. Mais du coup, là, le film, ça vous a rassuré maintenant, si vous voulez des enfants plus tard. Ah, mais maintenant, c'est trop tard. Mais bon, on va ça sera pour le prochain film. Parce que il nous reste un peu de temps, mais il faudrait. Moi, je trouve aussi sur la faut parler de souris. Ouais. Mais c'était bien quand même parce que ça parle du film aussi, ça parle de ce côté un peu parce que c'est un film à la fois qui peut se regarder entre guillemets de façon sérieuse, une histoire entre deux êtres qui se rencontrent donc qui viennent d'ailleurs aussi et puis qui vont s'aimer et puis avec une souris, etc. Mais en même temps la façon dont vous le faites, moi ça m'a fait penser un de ces réalisateurs, je crois qu'il est suédois ou norvégien, qui est Roy Andersson. Je trouve qu'il y a cette espèce d'humour à froid, vous voyez, cette espèce de regard moins mélancolique chez vous, mais un petit peu. Oui. Merci, je prends ça comme un... c'est un compliment. Comme un compliment. Juste pour revenir à pourquoi j'ai fait le film, c'est aussi parce que j'ai aussi rencontré, quand j'étais en couple avec un réfugié congolais, j'ai aussi rencontré beaucoup de préjugés dans le sens où on me disait faites attention, il veut juste des papiers et tout ça, alors que c'était une vraie histoire d'amour. Il voulait des papiers, ça n'empêche pas l'amour. Mais avec on dit souvent les réfugiés, un peu plus, il y a trop de réfugiés, il y a trop d'immigrés, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Mais n'empêche qu'il y a aussi, c'est ça que j'aime en France par rapport au Danemark, c'est la mixité qu'il y a en France que je trouve est très enrichissant. Il y a
tellement de gens qui sont des immigrés qui ont contribué à l'enrichissement de la France. Française, comme Yves Saint-Laurent, c'était immigré, hein, il était algérien, il me semble, non? Ouais, je crois. Marie Curie était polonaise et Marc Chagall, et il y en a beaucoup. Donc, je trouve ça, c'est pour ça que j'aime vivre à Paris, c'est à cause de la mixité. J'ai quand même vécu dans pas mal d'endroits différents et je trouve que à Paris, je trouve particulièrement cette mixité qui me plaît beaucoup et que je trouve très enrichissant. Oui, ce qu'on appelle la société arc-en-ciel. Oui, c'est ça, exactement. Enfin, je suis d'accord avec vous. Je trouve que il y en a beaucoup d'ailleurs qui me disent, notamment en ce moment avec un président un peu barjot qui nous dit que les hordes sauvages vont débarquer et que demain on ne sera plus ni quoi ou qu'est-ce. Moi, je pense déjà avant tout on n'était rien et d'un coin particulier que ça changera pas et que c'est une chance. On le voit d'ailleurs. Hein, parce qu'ils prennent des travaux, ils prennent pas les Français. Il y a ça rapporte un sang nouveau. Depuis le temps, les hordes barbares n'ont envahi personne et qu'elles sont pas si barbares que ça. Donc il faut arrêter de se servir de ça comme d'une espèce de mouchoir rouge pour éviter qu'on voit le reste. Ben oui, tout à fait. Parce que je pense que, en fait, j'ai lu une étude, j'ai pas pu le retrouver. Peut-être qu'il a été bien caché entre-temps. Mais j'avais lu une étude qui avait été faite par 3 grandes universités internationales ensemble, qui montrait que depuis, je ne sais plus si c'était 10, 15 ou 20 ans, le taux d'immigration en Occident était la même. Oui. Et que je regrette de ne pas avoir pu le retrouver. Mais je trouve ça très intéressant parce qu'on nous parle comme si c'est un très gros problème maintenant et qu'on va être absolument envahi et que ça va être la fin de notre civilisation, alors que pour moi, c'est de la propagande. Ah ben, je suis bien d'accord avec vous. Et puis, je pense aussi qu'il faut faire la différence, et ça, personne ne le fait, entre ce qui est l'émigration, parce que c'est pas bien dans son pays, c'est difficile, et qu'on espère que ça soit mieux. Et c'est pas forcément si mieux. On le voit avec Souleymane, toutes ces histoires que le cinéma nous montre, hein, même avec votre personnage, qui en plus est un musicien, donc un artiste encore moins facile. C'est pas le paradis, contrairement, mais qui viennent là parce que bon, et c'est bien. Et puis il y a tous ceux qui viennent parce que c'est un exode, parce que c'est la guerre, et parce que nous aussi en 40, on était bien contents de pouvoir aller ailleurs et qu'on y soit accueillis. Oui, tout à fait. Votre film le montre bien, et il montre bien aussi que ce personnage va évoluer. C'est-à-dire qu'au début, il y a à la fois les papiers, qui sont un petit peu plus importants que l'histoire d'amour, et peu à peu l'histoire d'amour fait que les papiers sont moins importants. Après, on va pas dire comment ça se passe à la fin. C'est bien l'histoire d'amour qui va prendre le pas sur le reste. Et d'ailleurs, même un moment, ses copains lui disent, ouais, mais toi, c'est tes papiers, il faut que tu te maries absolument, il faut forcer la chose. Non, ce qu'il veut, c'est que l'histoire se fasse comme se fait une histoire d'amour normale et qu'elle se construise sur la durée. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que à la fin, on comprend que l'amour est toujours là, mais que voilà, il y a des obstacles qui viennent de l'extérieur et que j'ai pas voulu non plus, j'y ai pensé, j'aurais pu faire une fin où un happy end comme tout le monde veut, quoi. Mais je me dis que après, on a encore l'histoire où c'est un blanc qui sauve un noir et une blanche qui sauve un noir. Enfin, j'ai pas voulu rentrer dans ce cadre-là. Lui, il trace sa route, il fait ce qui est nécessaire pour survivre et puis on verra pour la suite. Mais je crois que c'est bien parce que c'est une fin ouverte. Ce qui est aussi important dans le film, moi je trouve, ce qui est un des éléments primordiaux, je trouve, avec cette histoire aussi importante, il y a l'aspect conte, ça c'est un troisième qu'on essaiera de voir. Pardon, j'ai pas compris. Je dis, il y a l'aspect conte, un peu fable, avec celle qui la dirige pour la danse, qui est un petit peu le griot, le sage, qui a compris les choses. D'ailleurs, à un moment, la voix éclatée de rire, on comprend bien pourquoi. Elle est assez malicieuse et coquine. Oui, elle est super. Elsa Waliaslan, je la connais depuis 30 ans. J'ai travaillé beaucoup dans sa compagnie de danse et j'ai voulu, parce qu'elle a joué pas mal au cinéma, mais j'ai voulu montrer aussi son côté drôle. Ouais.
et voilà, donc j'aime beaucoup comment elle joue son personnage. Oui. Ouais. Je suis très contente de sa participation. C'est elle aussi qui a fait les chorégraphies. Ah, c'est des belles chorégraphies. Et justement, par rapport aux chorégraphies et par rapport au corps d'Edo et même des autres, au mouvement qu'il y a dans le film, c'est un film sur le corps, sur le mouvement, sur la façon d'occuper l'espace, y compris d'ailleurs, je dirais, pour en revenir à la souris, pour la souris à un moment donné où elle court dans une espèce de roi de Movie dans Paris, comme si elle était d'ailleurs dirigée par cette espèce de sage qui lui disait maintenant c'est ton rôle d'animal magique d'agir. Oui. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça que j'ai voulu exprimer à travers le film. Un côté qui est entre le réalisme et forcément, c'est pas réaliste. Une souris ne ferait jamais ça, mais j'aime bien qu'il y a aussi un côté fable. Bien qu'on ne sait pas si elle ferait pas ça. Oui, c'est vrai, on ne peut jamais le savoir. Hein. On a déjà entendu parler des chats qui ont été vendus et qui se trouvent à 300 km et qui, enfin même plus. Ouais. Les chiens aussi, souvent. Ouais. C'est comme quoi, non, il y a une espèce de... Moi, je dis que les bêtes sont pas si stupides qu'on ne le pense, quoi. Oui, tout à fait. Moi, j'ai une petite chienne morte il y a pas longtemps, de vieillesse, mais il y avait une espèce de complicité, d'osmose, de dialogue qui se faisait dans le silence. J'ai rarement vu ça chez un animal de contemplation. Moi qui pratique le zen et qui cherche un peu à me fondre dans ce cosmos quelque part, c'était pas de la sénilité, vous voyez, c'était pas de l'égarement, c'était vraiment de la contemplation. Elle s'arrêtait et elle était en contemplation devant le paysage, comme en zazen. Je pense que les animaux ont des je peux pas dire des pensées parce que je suis pas dans leur tête, mais en tout cas, c'est une autre façon de concevoir le monde, je dirais. On a âme aussi, hein. Ouais. Moi, je pense qu'ils sont intelligents d'une certaine manière et que c'est une autre façon de concevoir le monde. Je pense que c'est près nous, c'est sûr, parce que nous, on s'interroge sur le cosmos, parce qu'on a effectivement un cerveau plus évolué, etc. Mais après, quand vous regardez, on court après la télé, on court après le lave-vaisselle, la voiture, le machin, le truc, une meilleure place dans un spectacle, un film qui marche, un interview qui se réussit bien. Et en fin de compte, on arrive à quoi à la fin? À rester assis et à attendre que ça arrive. Oui, non, mais c'est très juste ce que vous dites. Et en fait, on peut pas dire qui est le plus intelligent. Non. Parce que les intelligences sont tellement différentes. Ouais, tout à fait. Les éléphants et les dauphins, ils ont certainement des capacités que nous n'avons pas. Et plein d'autres animaux aussi d'ailleurs. Ouais. Et j'ai grandi avec les animaux. Je suis quelqu'un qui adore les animaux. Là, je vis à Paris, donc je n'en ai pas. J'ai pas voulu remplacer la souris. Et je voyage beaucoup, donc. Mais sinon, c'est sûr, j'ai grandi presque sur le dos d'un cheval, quoi. Je fais rentrer mes chevaux dans la maison quand mes parents travaillaient. Ils devaient pas être contents au retour. Ils n'ont jamais su. Bon, s'ils écoutent l'interview, là, vous allez avoir des ennuis, hein. Non, je leur ai dit depuis. Mais je leur ai dit, une dizaine d'années là. Non, mais moi, je vous comprends, hein. J'ai vécu toujours avec des chiens. Enfin, mon père avait des chiens, des oiseaux, des poissons. C'était incroyable. C'était l'arche de Noé, quoi. Ça vous donne autre chose quand on vit avec les animaux. Comme on dit, hein, qui aime les animaux, aime les humains. Oui, je pense que c'est vrai. Et votre chien, c'était quel genre? Voilà, c'était un petit bâtard, un mélange de caniche et on ne sait pas, c'était de Sun Tzu ou de Bichon, mais hyper intelligente, hein. C'était... Oui, parce que je pense que mon père disait toujours que les bâtards étaient plus intelligents parce que le mélange de sang était ça redonnait de... Ouais. D'ailleurs, lui, il a dit, je suis moi-même un bâtard parce que mon arrière-grand-mère était japonaise. Voilà. À l'école, quand je suis venue à Paris, en France pour faire ma terminale, et dans un cours, je ne sais pas pourquoi, on parlait de quelque chose, j'ai dit, mon père est un bâtard. Le prof était très choqué. Ah oui, parce que moi, mon père, c'est pareil, c'est ce qu'il disait aussi sur les chiens, je préfère les bâtards. Comme le vôtre disait, de toute façon, on est tous des bâtards. Oui, heureusement, hein. Ouais. Alors, je pourrais encore continuer longtemps la conversation, peut-être au prochain film. J'espère que vous allez en faire un autre. Oui, je suis en train de travailler sur une série basée sur Mao Xi, 4 épisodes. Parce qu'il y a encore des choses à dire sur le film. Moi, je trouve que c'est un beau film, qu'il est plein de richesses. Et aussi, vous savez, la première œuvre qui raconte aussi ce que vont devenir
soutenir les autres. C'est pour ça aussi que j'ai hâte de voir ce que vous allez faire après. Moi, j'adore, en tant que critique, critique c'est un bien grand mot, mais plutôt quelqu'un qui aime découvrir une œuvre, voir qu'après on retrouve les mêmes éléments, les mêmes interrogations, mais qu'elles vont changer d'angle. Dans ce cas-là, moi, j'ai qu'une œuvre se construit. Et chez vous, c'est déjà ça. Il y a des choses profondes qui sont posées là. Merci beaucoup de votre confiance dans mon travail. Espérons que le film gagne le prix du public. Oui, oui, ça il faut le dire, il est sur Arte. Vous voulez ajouter qu'on peut le regarder et qu'on peut voter. Ouais. Je pense que vous avez aussi des choses à raconter sur votre parcours. Vous aussi, un parcours pas d'émigrés, mais de voyageuses, de gens qui ont vu le monde. Et c'est pareil, ça ouvre aussi à l'humanité. Et c'est ce qui rend aussi, je crois, le côté humaniste de votre film. C'est vrai que j'adore voyager et que ça m'a énormément apporté. Et d'ailleurs, je suis une immigrée dans le sens du mot. Je l'ai choisi moi-même. Je suis avant tout une étrangère un peu partout parce que même quand je rentre au Danemark, maintenant, je me sens pas complètement. Oui, vous êtes plus. Je vous comprends. Je crois que l'important, c'est d'être bien avec les gens. C'est ça qui compte avant tout. Et qu'aujourd'hui, comme on peut aller partout, je crois qu'on est tous des citoyens du monde. Oui, je pense aussi. Et j'ai parfois particulièrement du mal avec le Danemark parce que c'est un tout petit pays. Et donc, un pays très, très, je peux pas dire contrôlé, mais... rigoureux. Rigoureux, surtout, et tous les Danois, la plupart des Danois pensent qu'ils ont le meilleur système du monde et que quand on vient au Danemark, il faut faire comme les Danois. Ouais. C'est vrai que, oui, il faut un peu s'adapter quand on voyage, bien sûr. Mais c'est juste qu'il y a aussi des enrichissements. Oui, il faut pas s'y perdre, quoi. Oui, ça c'est très intéressant. Et c'est salutaire d'entendre ça, je trouve. Ouais.